Bonjour à vous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Tout s'apprend, le podcast qui vous aide à créer et développer vos cours en ligne. Cette semaine, j'ai voulu parler avec quelqu'un qui avait l'expérience à la fois des cours en ligne et des cours plus traditionnels. Ces deux mondes qu'on oppose, est-ce que finalement il n'y a pas des terrains d'entente, des passerelles qui permettent à l'un et l'autre de s'enrichir mutuellement ? Fait-on de meilleurs cours en ligne si on est déjà un formateur ? Et est-ce que l'inverse est-il vrai ? Comment un cours en ligne peut aussi devenir une aide, un support pour un cours traditionnel. Et comment certaines techniques digitales peuvent aussi aider à enrichir la motivation et l'expérience de l'apprenant dit classique. Et pour y répondre, j'ai invité Lior Shamla. Lior est formateur dans Symfony, un framework de développement informatique. Et il propose à la fois des cours en ligne depuis plusieurs années et également des cours en présentiel pour des masters ou pour de la formation professionnelle. Et j'ai voulu voir avec lui dans quelle mesure ces deux mondes pouvaient s'enrichir mutuellement. Est-ce qu'ils s'opposent ? Est-ce qu'il y a des pratiques issues du cours en ligne qui peuvent améliorer l'expérience de l'apprenant dans une salle de classe traditionnelle ? Et inversement, est-ce qu'il y a des choses qu'il expérimente au quotidien, dans sa pratique de formateur dans une classe, qui peuvent l'aider aussi à construire et imaginer de meilleurs cours en ligne. Voilà, c'est le sommaire de ce nouvel épisode du podcast Tout s'apprend, et on va commencer tout de suite avec une petite présentation de Lior. Lior, c'est à toi. Alors, le parcours classique, bac plus 4 dans une école privée qui s'appelle aujourd'hui l'école CESI, école d'ingénieurs, puis un bac plus 5 dans une université marseillaise, un master 2 donc en ingénierie des logiciels, pour terminer. Comme ça, j'ai vu les deux univers, école privée avec ordinateur sous les yeux 24/24, et ensuite université, amphithéâtre avec de grands professeurs renommés qui nous expliquent des trucs toute la journée sans qu'on ait rien à faire nous-mêmes. Donc les deux parcours étaient très intéressants. Mais c'était deux expériences super cool. Derrière, j'ai été salarié pendant 3 ans d'une société qui faisait du CRM, donc du logiciel en gros de gestion de clients pour différentes activités. Donc en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait un CRM open source et qu'on faisait des prestations spécifiques dessus en fonction du client qui avait besoin de tel ou de tel module. Et donc on créait des modules spécifiques sur une base open source. Et en fait, là, j'ai beaucoup progressé sur les langages que j'utilise aujourd'hui tous les jours. Je suis devenu lead développeur dans cette boîte-là. Et puis, au bout d'un moment, avec des amis, on a démissionné pour se lancer en auto-entrepreneur. C'était en 2012. Au bout d'un an, on a dépassé les seuils. Donc, on a commencé à créer une SARL qu'on a fermée 3 ans après pour des raisons financières. On gagnait pas beaucoup d'argent. Et pourtant, je sais qu'on se tuait à la tâche. Et donc, on a préféré arrêter l'expérience sans perdre d'argent ni rien, mais voilà. Donc, on est restés tous très amis, mais pour autant, maintenant, chacun est de son côté. Et pour ma part, je me suis lancé vraiment à 100%. Mon objectif en 2016, c'était d'arriver très rapidement à 100% de revenus venus de la formation, puisque depuis le bac plus 2, c'était ça mon projet pro. Donc, on va dire qu'en 2017, à peu près, j'ai atteint le projet professionnel que j'avais déjà mis sur pied vers 2008. C'est-à-dire de devenir formateur. D'accord, c'était déjà ton idée à la base. Ouais, alors moi depuis on va dire le début voire milieu du bac plus 2 de la deuxième année, je sais que j'ai quelque chose avec l'aspect pédagogique et la satisfaction d'expliquer les choses aux gens de la façon qu'ils puissent les comprendre. Parce qu'en fait dans nos cours, ce que je t'ai pas dit, c'est que dans nos cours, alors ça je sais que je l'ai expliqué à pas mal de gens, dans nos cours pendant tout mon bac plus 4, on n'avait pas de prof, on était en autonomie en fait. C'est-à-dire qu'on avait un sujet par semaine à étudier. On avait des objectifs d'apprentissage et il fallait simplement que le vendredi après-midi, le sujet soit connu de toute la classe, qu'on ait pigé le sujet de la semaine. Alors bien sûr, quand tu es en autonomie, tu as une partie de la classe qui du coup va pas forcément travailler, va plus jouer aux jeux vidéo, va plus faire d'autres choses. Et alors le challenge, c'était d'expliquer à tout le monde le vendredi matin tout ce que j'avais appris la semaine pour que le vendredi après-midi, tout le monde puisse faire plus ou moins illusion. Ou si ce n'est entre guillemets faire illusion, au moins avoir pigé un minimum les choses pour que quand le prof arrivait une bonne fois pour toutes le vendredi après-midi, on puisse vraiment dire c'est bon, le sujet est réglé, on passe au sujet de la semaine suivante. Et évidemment, dans ce cadre-là, je me suis découvert une passion pour l'explication et j'ai vu que j'arrivais plutôt bien.
Donc on est parti, voilà, effectivement, si tu veux, à la fin du bac plus, au début du bac plus 3, on a fait ce qu'on appelle le projet de formation professionnelle. Donc c'était l'idée, qu'est-ce qui nous manquerait comme brique pour atteindre l'objectif professionnel. Et en fait, dès ce moment-là, moi j'ai dit, moi je vais être formateur. Alors à la base, je voulais être formateur .NET, donc des technologies Microsoft, pour ceux qui ne connaissent pas. Et en fait, je suis pas du tout devenu formateur .NET puisque j'ai plus jamais touché aux technologies Microsoft depuis. Mais malgré tout, j'ai atteint, là, ça y est, en 2017, je crois, ou en 2018, pour être très précis, j'ai atteint une large majorité de mon chiffre d'affaires issu de la formation. Donc j'ai atteint, ça y est, ma cible a été atteinte. Voilà. Donc tu es un formateur heureux aujourd'hui alors. Moi, je suis très content. Je suis vraiment, je suis pas sûr que je puisse être, enfin si, je peux toujours être plus heureux. Il faut gagner au loto, tu vois, mais là, vraiment, là, je vis ma meilleure vie, comme disent les jeunes. Je suis parfait. Je suis heureux papa, formateur. En plus, avec les formations en ligne maintenant, je commence à avoir des revenus passifs qui sont très confortables, en plus de la passion de la formation en temps réel, entre guillemets. Donc, non, là, vraiment, je peux C'est le vraiment bonheur, pas quoi. imaginer plus. Voilà, c'est Et cool. tes formations, et tes formations en ligne, justement, c'est sur quel thème? J'imagine que c'est sur du développement informatique. Ouais, Quels alors sont tes... moi je suis sur les formations en ligne sur ma plateforme de formation. Donc toutes les formations qui sont génératrices de revenus sont toutes basées sur principalement une technologie qui est le framework Symfony, qui est euh, qui est un framework très utilisé. Donc c'est en gros pour les non-informaticiens, c'est un outil qui est utilisé pour créer des applications web ou des sites web et qui va en fait nous aider. Alors, ça va nous offrir un socle de base d'outils réutilisables qu'on n'a pas à faire nous-mêmes. Alors le seul problème, c'est que quand tu utilises ce socle de base, bah évidemment, il faut te plier aux règles que ce socle implique. C'est pour ça qu'on appelle ça donc un cadre de travail, un framework. Et évidemment, bah, il faut les apprendre, ces règles, c'est-à-dire bah, où est-ce que je mets tel fichier, comment je m'y prends pour arriver à tel résultat. Donc c'est super, on a beaucoup d'outils à disposition, mais encore faut-il les connaître, les apprendre. Et voilà, mes principales formations aujourd'hui sont basées là-dessus. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a amené de formateur à aussi diversifier finalement ton expertise à travers des cours en ligne? Quel était le déclic? Est-ce qu'il y a eu... Parce qu'un jour, tu as suivi un cours qui t'a enthousiasmé ou parce que déjà, en étant développeur, tu te formais aussi comme ça en suivant des tutos, j'imagine. Il y a peut-être déjà cette culture Ah, du ah, cours en ligne alors ou pas? exactement, moi j'ai toujours eu plus ou moins la culture du tuto en ligne. Alors souvent c'était à l'écrit parce qu'à l'époque ça n'existait pas beaucoup les tutos vidéo, mais dès que c'est arrivé cette mode du tuto vidéo, ben moi je m'y suis mis non pas en tant que réalisateur mais en tant que voilà développeur qui veut se mettre à jour sur des sujets qu'il ne connaît pas trop. Donc moi j'étais un grand consommateur de Udemy par exemple, la plateforme sur laquelle on vend des cours, la plupart des cours de développement sont vendus, c'est la plateforme Udemy, donc j'étais un très grand consommateur de ce genre de tutoriels. Et je me suis dit, ma foi, moi aussi, je peux en faire. Et puis en parallèle, ce que je voyais aussi, c'était de plus en plus dans la communauté francophone. Je voyais Anthony Velk qui montait aussi de son côté. Bah évidemment, il y avait Axel aussi dont j'avais déjà entendu parler. Et du coup, je voyais ce qui se passait autour de moi et je me disais, bah ma foi, je suis pas plus bête que les autres. Moi aussi, je vais pouvoir un de ces jours, parce que je le mettais toujours un peu à plus tard, mais un de ces jours, je vais pouvoir me lancer aussi là-dessus. Entre-temps, du coup, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais créé une chaîne YouTube qui avait deux objectifs à la base. Le premier, c'était de fournir du matériel de révision ou d'apprentissage à mes élèves réels. Donc c'était de dire voilà demain on fait un sujet et à la fin de la journée de dire bah, si jamais il y a des trucs qui vous ont échappé, n'oubliez pas que sur YouTube j'ai telle vidéo où je refais toute l'explication. Donc comme ça vous permettra de réviser. Ou inversement sur YouTube je pouvais dire sur YouTube j'ai une vidéo où il y a un sujet qu'on va pas voir en vrai mais que j'aimerais que vous voyez quand même. Donc allez voir la vidéo. Donc ça c'était un support supplémentaire pour mes élèves. Mais le deuxième objectif de la chaîne était clairement de commencer à créer une communauté avant de me lancer dans tout le délire de la création de formations payantes. C'était quand même de m'assurer d'avoir une communauté d'étudiants en ligne qui seraient prêts éventuellement à passer à l'acte de l'achat d'une de ces formations. Et Donc, quel était le moment justement où tu t'es dit, tiens, ça y est, c'est le moment, il faut que je commence à faire mes formations en ligne. C'est à partir de quel moment tu as commencé à se dire, voilà, alors, ce projet que j'avais, maintenant il faut le faire. alors d'abord, c'est à partir du moment, si tu, alors il faut expliquer aussi tout le background, c'est que en fait moi, pendant un long moment, au début de mon activité de formation, j'étais pas que formateur, j'étais aussi développeur en freelance, parce que les revenus de formation ne me permettaient pas de vivre complètement. Donc finalement, j'avais du temps de formation, du temps de travail.
Et à partir du moment où mes revenus commençaient à être assez, si tu veux, tout ça, je sais pas comment on explique ce schéma des droites qui se croisent, si tu veux. Donc les revenus de l'un et les Oui, revenus de l'autre. Et à partir du moment où les revenus de formation commençaient à être beaucoup plus confortables parce que j'avais multiplié les écoles dans lesquelles j'intervenais, j'ai pu commencer à refuser des projets de freelance. Et donc, j'ai pu commencer à dégager du temps. Mais je saurais pas exactement te dire en quelle année, quel mois ça s'est commencé. Et j'ai pas forcément un déclic en tête. Ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, j'ai donné des cours de Angular à des étudiants qui n'étaient absolument pas prêts à les recevoir. Mais malheureusement, l'école, voilà, la structure fait que, ben non, il faut leur faire des cours de Angular. Alors, ceux qui connaissent pas, vous inquiétez pas, mais c'est juste une technologie assez complexe. Et nous, on est spécialisé, enfin, moi, en tout cas, je suis spécialisé dans les reconversions. Donc, c'est souvent des gens qui sont débutants. Donc faire des cours de choses qui sont très très complexes à des gens qui n'ont pas forcément le recul nécessaire pour les aborder, c'était très frustrant. Donc je me suis dit, il faut que j'ai un cours pour ce type de gens-là. Donc il faut que j'ai un cours qui soit pas juste mes 2 jours de cours, qui sont très frustrants parce que de toute façon les gens n'y comprennent rien, mais il faut que j'ai un support derrière à leur donner pour qu'ils puissent ensuite vraiment le revoir à tête reposée chez eux. Et c'est là que j'ai commencé la réalisation d'une formation vidéo où j'ai travaillé dessus pendant 6 mois jusqu'à l'abandon. Ça aussi, on pourra en reparler si tu veux. Mais en fait, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire ça. Et en parallèle, sur ma chaîne YouTube, j'avais lancé des vidéos sur une autre technologie qui avait rien à voir, qui était donc ce fameux Symfony, et qui, eux, ont fait exploser ma chaîne YouTube. A priori, il y avait vraiment une demande francophone d'explications sur ce framework. Et a priori aussi, le fait que ma façon de l'expliquer aux débutants a rencontré beaucoup de succès. Et ayant abandonné ma formation Angular qui était un fiasco, eh ben là je me suis lancé sur celle de Symfony qui est sortie peut-être 6 mois après et qui là a eu un énorme succès pour moi et donc ça m'a vraiment lancé dans le monde des formations en ligne. d'accord, bah bravo tout ça. En fait, c'est la demande qui t'a fait finalement te jeter à l'eau, quoi. Hein. Exactement. C'est parce que tu as senti que derrière, il y avait beaucoup de demandes et qu'il n'y avait pas des offres en rapport. Et donc, du coup, tu as créé ta propre formation. Et aujourd'hui, cette formation tourne toujours, j'imagine? Tu Elle, l'enrichis elle, régulièrement? alors elle tourne toujours. Alors moi j'ai choisi un modèle qui n'est pas d'enrichir la formation elle-même, mais qui est de créer d'autres modules à côté en fait. Enfin je sais pas comment t'expliquer, mais Ouais, je vois euh, très bien. c'est-à-dire que je ne vais pas rajouter tout d'un coup un nouveau chapitre à cette formation-là. D'autant que, en plus, je suis en train de la retourner, puisque ça y est, on est passé à la version 5 de Symfony, donc forcément, une formation sur la version 4, du coup, il faut la remettre à jour, donc je suis en train de la retourner dans un cadre un peu différent. En fait, alors ça aussi, c'est quelque chose dont on pourrait discuter entre formateurs en ligne, c'est que je voulais pas refaire la même juste en version 5. Je voulais que les élèves qui ont suivi celle-là trouvent un intérêt éventuel à prendre aussi la nouvelle. Et donc, je pars sur un tout nouveau cours qui sera autant pour les tout débutants que pour ceux qui ont suivi l'autre. Donc c'est encore une ambition différente. C'est ce qui permettra aussi donc de faire revenir les anciens et qui se disent pas ben non c'est l'initiation je l'ai déjà fait, j'ai pas Oui, besoin j'ai de le déjà refaire. fait. Ouais. Exactement. Mais donc je suis pas dans le délire de rajouter des modules. Par contre, ce qui est évident, c'est que sur ma chaîne YouTube, là par contre sur ma chaîne YouTube par contre je fais des vidéos qui sont souvent des compléments à mes formations en ligne. Euh, donc en fait, c'est pas que je rajoute des chapitres à mes formations payantes en ligne, c'est que je rajoute des chapitres dans ma chaîne YouTube qui eux sont complètement gratuits et qui sont en même temps du coup comment dire, c'est aussi le principal canal de diffusion de mon travail et qui fait que donc c'est le principal canal par lequel je vends mes formations aussi. D'accord, ouais, c'est plutôt malin en fait. Parce que du coup, c'est là qu'est ta communauté. Donc effectivement, lui proposer, lui enrichir avec des tutos gratuits qui lui permettent justement de consolider ses connaissances. Puis en plus, du coup, ça te permet aussi de valoriser tes nouvelles formations. Exactement. Donc c'est un bon levier, effectivement. Comme toi, Lior, on est à la fois sur ces deux aspects, de la formation en ligne et de la formation traditionnelle. Et moi, je voudrais voir avec toi dans quelle mesure le fait d'avoir créé des cours en ligne, est-ce que ça t'a aidé aussi dans le fait que tu sois peut-être différent, que tu abordes tes cours en présentiel de façon différente, plus riche, en tenant compte de ce que tu auras appris dans les cours en ligne? Alors ça dépend. Pour ma part, je pense pas avoir beaucoup d'apport du monde des cours en ligne vers le monde des cours réels. Alors même s'il y a un réel avantage, c'est que par exemple aujourd'hui, là je suis sur une formation Symfony Angular qui dure 3 mois. J'ai offert à tous mes étudiants l'accès à l'ensemble de ma plateforme, de façon à ce qu'ils aient toujours, et pour toujours d'ailleurs,
un support de révision. Donc, si tu veux, du côté virtuel au côté réel, c'est plutôt une aide a posteriori, voilà, pour dire, je fais un chapitre aujourd'hui, je le fais de toute façon de la meilleure façon que je puisse le faire en réel, quoi. Et derrière, si vous voudrez le réviser, sachez qu'il est abordé dans tel et tel cours auquel vous avez accès. Donc, c'est plus un support de révision, on va dire, voire même un support de découverte, parce que parfois, je leur dis, voilà, tel chapitre, on le verra pas dans la formation réelle, mais il est sur mon site. Donc, c'est plus un apport supplémentaire à mes étudiants que réellement, comment dire, si tu veux, je vais pas découvrir en faisant un cours en ligne, en écrivant mon cours en ligne, je vais pas découvrir une nouvelle façon d'expliquer les choses. C'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que moi, je vais avoir mes cours réels sur lesquels je vais pouvoir, du coup, tester, entre guillemets, différentes approches et voir la réaction de mes étudiants et voir à quel moment je touche juste, à quel moment j'ai vraiment le bon schéma explicatif qui permettra d'arriver à contenter le plus de monde. Et c'est ce schéma-là que je mets ensuite en place dans mes formations en ligne. Alors attention, il y a des exceptions évidemment. Parfois, en réalisant un cours en ligne, d'ailleurs ça m'est arrivé plein de fois, tu sais, au bout de 2 semaines de tournage, de tout supprimer en me disant en fait c'est débile, parce que je viens de me rendre compte que je vais pouvoir expliquer mieux en faisant comme ça. Et donc c'est vrai que c'est arrivé que parfois, la création d'un cours en ligne me donne un meilleur schéma explicatif pour mes cours réels. Mais la plupart du temps, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que dans mes cours réels, où j'ai un retour en temps réel justement avec mes étudiants, alors le mieux c'est en présentiel, parce qu'en présentiel on voit les regards, on sait tout de suite si la chose est comprise ou pas. Là actuellement, moi je fais beaucoup de téléprésentiel, c'est un peu plus difficile de palper le retour des étudiants, puisqu'on est finalement on est en virtuel, on est sur des webcams, des trucs comme ça, donc c'est un peu moins rigolo. Bon, même si le téléprésentiel a beaucoup d'avantages, mais donc voilà, l'apport, il est plutôt dans l'autre sens de mon point de vue. Il est plutôt dans un cours réel de tester différentes approches, de voir laquelle fonctionne le mieux, pour ensuite l'extraire, cette approche, et en faire un cours en ligne qui, justement, du coup, satisfera le plus de gens possible en termes du schéma narratif et du schéma explicatif de ce que je veux faire apprendre aux gens. D'accord. Moi, par exemple, j'ai remarqué aussi dans la façon, par exemple, quand je fais des cours en ligne et après quand je les fais en présentiel avec mes étudiants, dans la façon dont je vais vendre le cours à mes étudiants en présentiel, ça a évolué. Tu vois, avant, par exemple, je vais faire un cours sur la communication digitale. D'accord, avec plein de parties, machin, etc. Et mes parties, traditionnellement, je les écrivais de façon assez informative, tu vois. Mais maintenant, et je pense que c'est forcément lié au cours en ligne, parce que moi aussi je suis un grand consommateur et parce que j'en fais, l'intitulé, tu vois, par exemple, des chapitres de mon cours, va totalement être différent. Ça va être par exemple, tu vois, comment faire pour 5 astuces pour développer ça, la méthodologie qui, tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends. Est-ce que toi aussi, ne serait-ce que parfois, des fois, bon, toi c'est un peu différent, c'est plutôt l'inverse, mais est-ce que des fois, quand tu expliques quelque chose dans ton cours, tu trouves dans ta tête une formulation que tu dis, ah tiens, c'est pas mal ça comme formulation, et ça pourrait être le titre d'un de mes chapitres en ligne, par exemple? Alors oui, complètement, tout à fait. Comme je te disais, donc le schéma narratif que je teste en réel et qui ensuite se retrouve dans mes cours, me nourrit donc pour faire mes cours. C'est vrai que ça peut aussi arriver à l'inverse. C'est-à-dire que toi, tu es en train de m'expliquer, si j'ai bien compris, que parfois, l'écriture de cours en ligne te permet de trouver pour du réel, alors j'allais dire presque des titres, vendeurs, entre les 5 astuces pour et tout ça. En fait. Et en fait, tu sais, ça sort spontanément. Je me dis, mais oui, plutôt que de l'appeler, je sais pas, la communication digitale, on fait un point sur, je sais pas, Instagram. Pourquoi justement ne pas titrer ça d'une façon, tu vois, avoir un effort de copywriting sur le titre pour déjà en présentiel, tu vois, que mes étudiants ils ouvrent un œil et puis tu vois tiens, on parle d'Instagram, ça m'intéresse. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. C'est rigolo, c'est appliquer le gros hacking, enfin les titres un peu plaisants, on va dire du YouTube. Exactement. Et de tout ça dans ligne sur des cours réels. Oui, j'avais pas pensé de cette façon-là. Non, alors moi je t'avoue. En fait, après. Oui, vas-y, pardon, excuse-moi. En fait, tu vois, après, mes étudiants, c'est des masters. Donc, tu vois, ils ont entre 21, 22 jusqu'à 24, 25. Donc, tu vois, c'est vraiment la génération aussi réseaux sociaux et tout ça. Donc, du coup, c'est important aussi de trouver aussi un langage, tu vois, dans la façon dont tu délivres tes cours en présentiel, un langage qui leur parle, avec des mots qui leur parlent et des accroches finalement qui côtoient au quotidien, quoi, qui voient ça en permanence. Alors d'autant que pour ma part, je digresse un peu, mais j'ai aussi des masters qui sont des masters en communication digitale aussi. Et moi, j'ai la partie un peu chiante, j'ai la partie initiation au code. Et alors c'est vrai que sur cette tranche d'âge,
Alors, si peut-être certains écouteront ce podcast, hein, mais sur la tranche d'âge, c'est très difficile. Moi, j'ai vraiment l'impression alors c'est peut-être là où je devrais m'inspirer de tes bonnes pratiques, c'est que j'ai vraiment l'impression, tu sais, que je fais un cours de maths à des lycéens. C'est-à-dire que soit il y a ceux qui s'y intéressent et ils s'y intéressent, et il y en a pour qui c'est vraiment du chinois, ils ont pas envie. Et c'est vrai que dans cette tranche d'âge, en fait, c'est difficile de les intéresser forcément au truc. Donc je fais de mon mieux, bien sûr, avec le bagou, l'entertainment en cours et tout, mais c'est compliqué. Donc peut-être m'inspirer de ce que tu viens de me dire, ne serait-ce que dans on va dire comme dans l'introduction du cours, d'avoir des termes entre guillemets putaclic comme ça, genre 5 méthodes, je vais vous les apprendre maintenant et vous saurez les avoir. Ça, c'est marrant, ça me fait vraiment penser au titre de formation YouTube et tout ça, c'est cool. Bah, c'est ça, en fait, tu Mais vois, mais c'est pas bête. c'est pas con, en fait. Donc tu C'est pas vois, con, ouais, c'est pas bête. Ouais, peut-être pour mes masters qui sont jeunes, comme tu le dis, hein, peut-être que pour eux, ça serait quelque chose qui serait à voir, ouais, de mon côté. Donc merci pour l'astuce, je regarderai ça. Bah, écoute, je sais pas. Teste, tu verras ce que ça donne. Mais moi, je trouve qu'effectivement, en plus, c'est plus sympa aussi pour toi, enfin pour moi en l'occurrence, parce que du coup, qu'est-ce que je vais leur raconter? C'est quoi l'histoire? C'est quoi les objectifs? Comment je vais, tu vois, rendre ça finalement au goût du jour et essayer d'optimiser finalement toutes les chances qu'ils s'impliquent, qu'ils interagissent, etc. Donc du coup, voilà quoi. Mais bon, après, des fois, il y a certains cours, comme tu dis, le code, machin, c'est peut-être un petit peu plus... ça s'y prête peut-être un peu moins. Quoique, je pense qu'il y a toujours une marge, effectivement, pour tester des choses et voir si ça marche ou si ça marche pas. Eh ben, on verra ça à la rentrée prochaine avec mes petits masters, dont la moyenne d'âge est effectivement de 22-23 ans. Et Alors en plus, moi, bon, j'ai des alternants, si tu veux. Donc les alternants, si tu veux, ils arrivent le vendredi en cours. Pour eux, c'est juste déjà le week-end, en fait. C'est très difficile à intéresser ce genre de public. Mais Ouais. mon public au sens le plus large, c'est vraiment des gens qui ont envie d'en faire. Et là, c'est autre chose. C'est une autre volonté qui est mise dans les cours. Parce que c'est des reconversions. Ils ont envie de faire ça. Ils ont envie de s'en sortir. Et alors là, c'est pleinement épanouissant de voir des gens qui sont à 100% intéressés par ce que tu racontes et si tu veux, qui l'ont choisi. C'est pas juste un cours parmi 20, c'est j'ai choisi de faire ce cours. Et alors là c'est beaucoup plus enrichissant. Mais c'est vrai que par contre sur mes formations en reconversion, j'ai pas par exemple de titre de cours, si tu veux. Moi en fait j'ai 3 mois pour faire de vous des cracks, donc il faut que. Mais j'ai pas aujourd'hui ça sera tel cours et demain ça sera tel autre. Donc je peux pas Il vraiment est, m'inspirer de ta technique sur ce public-là. il est là le titre. Hein. En 3 mois, devenez des cracks de ton langage de programmation, tu vois. Oui, bah ça, le titre, pour le coup, c'est pas moi qui le choisis, dans le sens où c'est l'organisme de Ouais, formation qui vend ça, qui bien fait sûr. son titre. Mais pour mes masters, ça peut se discuter. Merci pour l'astuce. Ah, écoute, teste et tu me diras ça. Ça va. Autre chose que je voulais voir avec toi, est-ce que dans ta posture, tu sais, d'enseignant, Oui. et quand tu passes derrière la caméra, Mhm. est-ce que tu as noté aussi une évolution de ta pratique? L'explication, dans la posture, dans le fait d'essayer. Enfin, pour le code, je sais pas. En ligne, généralement, les sessions en ligne sont toujours un petit peu plus longues, forcément. Et moi, je sais que j'essaie d'avoir des sessions assez courtes, tu vois, de maximum 5 minutes en vidéo, de façon à ce que, tu vois, bien sonner le cours, bien le structurer, et en Mhm. fait, d'avoir des petits modules comme ça, prêts à l'emploi, prêts à être consommés, et qui permettent justement après d'obtenir des objectifs en fonction du thème du chapitre, etc. Mais j'ai remarqué aussi qu'effectivement, quand je suis devant la caméra, je me donne toujours, toi, 2-3 minutes avec 2-3 points clés. Et donc, forcément, quand je suis en cours après, j'ai remarqué aussi qu'effectivement, dès lors que tu es super clair dès le départ, dès lors que tu es super concis dans la façon dont tu vas délivrer ce que tu dois délivrer finalement, je pense qu'aussi le fait d'avoir fait des cours en ligne m'oblige à, tu vois, être super synthétique, à bien poser les objectifs du cours, donner des éléments théoriques et après passer à la pratique. Enfin, est-ce que toi, tu as aussi noté Alors, oui, cette clair. influence? Alors, je sais pas si c'est une influence courant en ligne, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps où je pense pas que ça vienne des cours en ligne, parce que je pense que c'est déjà quelque chose que je faisais avant, justement, cette façon de poser les choses, tu vois, de dire, voilà, on a un objectif, c'est d'arriver à ce point-là, la théorie puis la pratique. Maintenant, il y a quand même, moi, j'ai vraiment pas du tout la même approche en réel que en cours en ligne. Parce qu'en réel, je vais, par exemple, passer beaucoup plus de temps à sonder, si tu veux, dans les yeux et même dans les réponses à l'oral de mes étudiants,
Je vais passer beaucoup plus de temps à sonder la compréhension des choses, voir, voilà, est-ce que vous avez vraiment compris, montrez-moi que vous avez compris. Donc moi, je fais énormément participer mes étudiants. C'est pour ça qu'aussi en ligne, c'est compliqué parce que tu n'as pas du tout ce retour en temps réel de tes étudiants. Alors, tu as les commentaires, les questions posées en commentaire, ce genre de choses, mais c'est pas du tout la même chose. Donc, j'ai pas du tout la même approche, puisqu'en ligne, j'essaye de faire en sorte que chaque vidéo soit très très claire, le plus clair possible. Et en fait, quelque part, je me dis, bon, bah, au pire, s'il y a des questions, on verra dans les commentaires et on y répondra. Alors que, mais si tu veux, le cheminement continue. Tu vois, les vidéos continuent à s'enchaîner les unes aux autres. Alors qu'en réel, je ne passe pas à entre guillemets, la vidéo, c'est-à-dire au cours d'après, si je n'ai pas un compte rendu réel de l'ensemble des étudiants, comme quoi tout a été pigé jusque-là. Bien sûr. Donc c'est complètement différent. Les deux approches sont tout à fait Ouais, c'est différentes. différent. Moi, je note quand même tu vois, des petites passerelles, mais c'est pas aussi évident parce qu'effectivement, comme tu dis, quand je délivre en cours, c'est pas du tout la même façon que je fais derrière la caméra. Mais j'ai noté quand même certaines petites passerelles comme ça, certains petits raccourcis qui me permettent justement de délivrer sur l'une ou sur l'autre plateforme une meilleure expérience pour l'utilisateur. Alors, il y a un truc sur lequel que tu viens de mentionner, Lior, tu parlais des interactions. Tu es très attentif, effectivement, dans une classe de cours, aux interactions, au langage, même non verbalisé, Ouais, tu vois, pour langage voir si tu as corporel, des les yeux affichés, souvent. tu vois. Souvent, ça passe Et, par les yeux, oui. exactement, et puis tu le sens, tu vois, dans le regard, tu sens s'il y a eu le déclic ou au contraire, c'est encore un peu vague. Exactement. Et là, il faut vraiment faire le maximum pour que ça s'inverse. Mais tout ce côté interaction, la vie de la classe finalement, qui est totalement absente, enfin pas totalement, mais un peu absente sur les cours en ligne. Est-ce que pour toi, tu ressens ça un peu comme une frustration ou tu te dis, tu cherches toujours des solutions justement pour introduire cette dimension participative, interactive que tu as au quotidien dans une salle de cours normale? Alors, bizarrement, pas vraiment. C'est-à-dire que je n'ai pas cette frustration dans le manque d'interaction en ligne. Je fais une séparation, alors peut-être qui est artificielle dans mon esprit, entre ces deux mondes. Dans une classe réelle, ce qui prime, c'est comme tu le dis, l'interaction, l'assurance réelle que la personne a compris et qu'on passe ensuite à la suite. Dans la classe entre guillemets vidéo, dans le film, dans les formations filmées, là, moi, je donne le meilleur de moi-même sur une vidéo en espérant que tout le monde va comprendre. Mais si tu veux, les interactions que j'obtiens par les commentaires, c'est quelque chose qui pour moi est pas forcément satisfaisant. Et bizarrement, je ne cherche pas forcément aussi à l'améliorer, ce truc-là. C'est-à-dire que je me dis, voilà, j'ai le monde des cours vidéo où je fais mes vidéos en espérant le meilleur du monde pour mes étudiants et en espérant qu'ils vont vraiment comprendre avec cette approche-là. S'il y a des commentaires, évidemment, j'y réponds. J'essaye en tout cas parce que là, il commence à en avoir beaucoup et ça devient de plus en plus dur. D'ailleurs, on pourra aborder en digression à la fin l'aspect très satisfaisant de voir des gens qui s'auto-répondent entre guillemets, donc des gens qui répondent à leurs propres questions parce qu'au bout d'une heure de recherche ils ont trouvé, donc ça c'est super cool, ou alors des gens qui répondent aux questions d'autres gens, et là moi ça me décharge de mon travail, et donc c'est vraiment excellent aussi. Mais si tu veux, moi le côté interaction en ligne via des commentaires, c'est pas du tout pour ça que je fais les cours en ligne, c'est pas du tout si tu veux, c'est pas une satisfaction pour moi de répondre à des commentaires. Tant mieux si je réponds et tant mieux si la personne est débloquée via ça. Mais ça n'est pas du tout le même plaisir que de voir le regard de quelqu'un qui s'éclaircit. C'est pas la même chose. Et c'est parce que, et du coup, forcément, moi, l'aspect, si tu veux, SAV, entre guillemets, on va dire, de mes formations, évidemment, j'y consacre le plus de temps possible, ne serait-ce qu'en termes de satisfaction client, puisque là, on est presque plus sur de l'étudiant, on est vraiment sur du client. Donc là, j'essaye, alors voilà, ne serait-ce que par business entre guillemets, de faire en sorte que mes clients soient contents pour qu'ils me recommandent. Donc j'y réponds le plus souvent possible, mais c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse au fond. Moi, ce qui va m'intéresser dans le cours en ligne, c'est la réalisation, le fait que des gens apprennent et ensuite vont s'en servir dans leur vie professionnelle. Mais c'est pas le côté tiens, j'interagis avec des gens que je ne vois pas, dont je ne sais pas ce qu'ils font. J'ai pas ce côté charnel et humain que j'aurais dans la vraie vie. Et donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc, ce que j'ai fait pour pallier un peu à tout ça, c'est que j'ai créé un salon sur un truc de chat Discord où les gens peuvent à la fois parler en vocal entre eux et à la fois discuter entre eux. J'y vais une fois par jour un peu pour regarder, mais si tu veux, je n'y passe pas. C'est peut-être d'ailleurs quelque chose qu'il faudrait que j'arrange. Maintenant que je suis en train d'en discuter avec toi, je suis en train d'introspecter un peu le truc. Parce qu'en fait, tes futurs clients, ils sont déjà là pour tes prochaines formations aussi.
Si on parle Complètement. client et si on parle un peu CRM, puisque en plus tu as un passé dans le CRM, c'est qu'effectivement, c'est toujours plus facile d'acquérir des clients déjà existants plutôt que d'en séduire de nouveaux. Tout à fait. Si tu as déjà une masse, Fidéliser plutôt que d'aller faire de exactement. l'acquisition. Oui, tout à fait. Non, non, mais alors ça, Voilà, exact. pour le coup, effectivement, peut-être que ces interactions-là, alors attention, là, je pense que mon discours laisse à penser que si vous laissez un commentaire sous une de mes formations, j'y répondrai pas. C'est pas le cas, j'y passe énormément de temps. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas l'aspect que je préfère dans ces formations, parce que en plus, nous, on parle de code, donc c'est pas une question théorique. Lior, comment tu ferais ça? C'est plutôt Lior, j'ai un bug. Alors la plupart du temps, ça finit en bon ben montre-moi ton code, je vais investiguer. Enfin, tu vois, ça prend du temps. Et puis la Ouais. plupart du temps, c'est pas quelque chose, si tu veux, qui est super intéressant à mettre en œuvre. Par contre, très souvent, on a aussi effectivement des questions théoriques. Là, ça devient peut-être un peu plus intéressant d'avoir une discussion là-dessus. Le seul avantage que j'y vois à ces commentaires, c'est qu'ils restent. Et alors ça, c'est super, parce que ça veut dire qu'une personne qui a une question, là, aujourd'hui, on peut imaginer, si tu veux, que la plupart des questions qui sont soulevées par mes cours trouvent une réponse immédiate dans les commentaires en dessous de la vidéo. Et ça devient, c'est là aussi que la base d'interaction Internet est intéressante. Ce qui n'existe pas en réel, parce que si tu veux, quand tu passes à une nouvelle classe, toutes les questions qui vont te remonter seront souvent du coup les mêmes sur des points d'incompréhension. Donc toi, tu vas pouvoir améliorer ton cours éventuellement, mais en tout cas, les élèves en réel ne disposent pas d'une base de questions des anciens élèves et donc Ouais, bien sûr. ne peuvent pas y répondre eux-mêmes. En ligne, on a cet aspect sauvegarde de la connaissance malgré tout et même sauvegarde du coup des points qui peuvent poser question aux étudiants et qui seront réutilisables à l'infini par les futurs étudiants de cette formation. Ça, c'est intéressant aussi. Ouais. C'est intéressant parce qu'après, effectivement, comme c'est un cours en ligne aussi, tu as une dimension interactive dans l'apprentissage. Hein, tout ce qui est peer assessment, c'est-à-dire que des fois, c'est même pas toi qui donne la solution à un étudiant qui est bloqué sur une partie de son code. C'est quelqu'un qui a déjà suivi le cours, qui y répond parce que lui, peut-être, est déjà passé par cette difficulté, il l'a surmonté et c'est la solution. Exactement. Donc, Et alors ça, c'est c'est très satisfaisant de voir des étudiants qui répondent aux questions d'autres étudiants. C'est satisfaisant, bon, parce que bah, du coup, ça te fait gagner du temps à toi en tant que comment dire, de support SAV. Donc, tu vois, c'est du temps que tu gagnes, mais c'est surtout de dire, putain, mais lui, il a si bien compris qu'il est même prêt à aider les autres. Alors ça, c'est encore mieux. Il y a aussi un ouais, c'est côté bien. satisfaisant, je crois que j'en ai déjà parlé, c'est des étudiants qui se répondent à eux-mêmes. Donc, tu vas avoir un commentaire, tu vas le voir le matin à 9h du matin, mais toi, tu as autre chose à faire, tu vois, tu es avec tes élèves, tu fais autre chose. Et puis, vers 11h du mat, tu vois une réponse de la même personne à son propre commentaire qui dit, bon, voilà, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé la solution. Alors, nous, dans le développement web et dans le développement en règle générale, il n'y a rien on donne une très grande valeur, si tu veux, à l'auto-formation, au fait de faire des recherches et de répondre à ses propres problématiques à gagner du savoir par soi-même. Donc quand tu vois un étudiant qui en est à ce stade, c'est que c'est gagné, entre guillemets. Ouais, c'est gagnant. Et aussi un autre avantage que je vois, c'est effectivement quand tu constitues cette communauté qui commence à devenir vraiment vivante, tu vois, qui se répond, qui s'auto-répond, qui s'aide. Puis aussi, je pense que dans le code, dans le monde du développement, il y a aussi cette solidarité, si je puis dire, qui est un petit peu dans l'ADN, tu vois, ça fait partie un petit peu aussi. Ouais, je pense que c'est un petit peu dans l'ADN de ce genre de communauté. Et mon point, c'est qu'aussi, quand tu développes cette communauté, justement, de personnes qui ont suivi tes cours et qui commencent vraiment à s'impliquer, qui font vraiment partie d'une communauté, tu as aussi plein de signaux intéressants pour toi en tant que formateur de cours en ligne pour de potentiels nouveaux sujets aussi. Complètement. Alors Par des périmètres de cours complémentaires. déjà chaque question est est une amélioration finalement potentielle de tes Exactement. cours. Chaque question posée, c'est quelque chose que tu as mal expliqué. Donc forcément, tu as ici une base de données d'amélioration potentielle de tes cours ou de sujets pour de nouveaux cours. Si la question est vraiment très vaste, tu dis, oula, ça, il faudrait faire à la limite un cours de 2-3 heures sur le sujet, donc c'est autre chose. Mais effectivement, au fur et à mesure, ce sont justement les questions qui sont posées sur mes plateformes et sur mes cours en ligne qui m'inspirent pour les cours YouTube qui, eux, sont des compléments gratuits et en même temps, du coup, d'autres vitrines encore. Donc, tu vas avoir plein de choses qui manquent, par exemple, dans mon cours de 20 heures sur Symfony, puisque tu peux pas tout aborder. Donc, évidemment, tu as des questions, mais tiens, tu n'as pas abordé ça, comment on ferait? Ben tiens, voilà une idée de vidéo YouTube, et à la fin, ça finit, ben tiens, voilà le lien d'une vidéo YouTube que j'ai fait sur ce sujet-là. Et là, souvent, ça peut durer une demi-heure, voire une heure. Hein, les cours YouTube, moi, j'ai pas si tu veux, j'ai pas la culture de la vidéo courte. Moi, si je fais une vidéo, faut que ça dure un petit moment. Parfois, ça prend même plusieurs épisodes, et ça finit en cours qui peuvent durer 3-4 heures, même s'ils sont gratuits, mais c'est au moins, je suis sûr qu'ils sont complets sur YouTube.
et ça répond le plus possible aux questions. Donc, comme tu le disais, les questions sont des bases d'amélioration ou des bases de création, carrément, de nouveaux cours, qu'ils soient ensuite gratuits ou payants. Ça, c'est à moi de décider en fonction du temps passé dessus et tout ça. Mais c'est vrai que ces questions-là sont une base riche d'idées nouvelles. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ma dernière question, c'est est-ce que tu conseillerais quelqu'un qui fait de la formation traditionnelle d'aller aussi vers le monde du cours en ligne? Parce qu'il y en a encore beaucoup qui hésitent. J'en connais autour de moi qui disent bah c'est pas pareil, etc., machin, etc. Mais toi, aujourd'hui, parce que tu as l'expérience, tu connais ces deux mondes, est-ce que ça serait un conseil que tu donnerais à des gens qui sont plus habitués à donner des cours en présentiel, d'essayer aussi de faire face finalement à un cours en ligne et pour tester quoi, alors pour en faire. Pour te dire le fond de ma pensée, moi je pense que tout le monde peut faire des cours en ligne. Alors attention, quand je dis tout le monde, encore faut-il avoir une petite connaissance, mais qui s'acquiert, voilà, de logiciels d'enregistrement, de tout ce genre de choses, de montage. C'est de la technique, mais je suis d'accord avec toi, tout le monde a un truc à partager, potentiellement intéressant pour quelqu'un d'autre. Alors ça, moi, je suis d'accord. moi si tu veux, j'ai tanné énormément un de mes meilleurs potes pour qu'il fasse des cours de guitare. Je lui ai dit, je m'occupe de tout. Je m'occupe du site, je m'occupe de tout. Je te promets que ça va marcher. Il y a des gens qui marchent très bien en faisant des cours de guitare en ligne. Mais comme tu le dis, lui, il est professeur dans le sens, tu sais, comme les profs de musique peuvent l'être, c'est-à-dire que tu vas recevoir des élèves chez toi 1 heure, 2 heures, et tu vas en avoir 10-15 par semaine. Mais il ne voit pas, je pense qu'il n'a pas ce côté digital et il pense que ne pas avoir l'élève devant soi, bah, c'est un problème. Ce qui est pas faux, c'est deux choses bien différentes. On en a suffisamment parlé dans cet entretien, toi et moi, c'est vraiment deux mondes différents. Mais je veux dire, n'importe quel sujet de passion peut devenir une formation en ligne. Encore faut-il avoir envie de le faire et avoir envie d'apprendre la technique du montage, la technique de l'enregistrement. Mais moi, j'encouragerais même les gens qui ne sont pas profs, en fait, finalement. Parce que là, on parle, est-ce que tu encouragerais des profs à devenir profs en ligne? Évidemment. Oui, parce qu'on est tous les deux aussi profs, mais moi, effectivement, un passionné qui, je sais pas, moi, est très bon en aquarelle, il n'est pas prof pour autant, mais il peut très bien partager sa passion à travers un cours en ligne pour apprendre à des personnes à s'initier à l'aquarelle, par exemple. Complètement. Ça, je suis entièrement d'accord. Je pense que n'importe quel sujet. Alors après, évidemment, tu vas pas faire des cours d'escalade, encore que pourquoi pas, mais ça me semble un peu plus compliqué. Mais c'est vrai que chaque sujet peut t'amener à des formations en ligne. Après, tout dépend de ta stratégie, de tes ambitions. Est-ce que tu fais ça pour l'argent? Est-ce que tu fais ça pour la passion? Et là, évidemment, tes stratégies vont être différentes. Si tu sais très bien que tu vas faire ça parce que tu as envie d'avoir un revenu passif, ça demandera quand même du travail parce qu'il va falloir monter une communauté, il va falloir travailler en amont et en aval aussi sur de la publicité, ce genre de choses. Si c'est juste de la passion, tu peux même carrément, tu peux commencer par du YouTube, gratuit, tranquille. Et en plus, il n'y a pas d'exigence. Comme les gens ne payent pas, s'ils sont pas contents, il n'y a aucun souci. Je veux dire, va avoir une autre chaîne. Et si tu vois que tu as un certain succès, pourquoi pas ensuite te dire, tiens, créons au moins une formation, ne serait-ce que pour avoir un peu de revenus passifs à droite à gauche, et puis ça fait toujours plaisir. Donc tout dépend de comment on y va, pourquoi on y va, et d'adapter sa stratégie à notre objectif final. Et puis au final, moi je pense vraiment que chaque sujet peut être abordé largement, et c'est le cas d'ailleurs. Aujourd'hui, tu trouves de tout, vraiment, tu peux vraiment commencer à trouver de tout. Mais donc j'encourage effectivement quiconque a envie de partager une passion ou une compétence, à le faire sans aucun problème. Voilà, ce podcast est terminé. J'espère qu'il vous aura intéressé et qu'il vous donnera peut-être l'envie de vous lancer dans les cours en ligne ou de réfléchir peut-être plus à votre pratique si vous en avez déjà. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner pour le recevoir automatiquement. Vous pouvez également me rejoindre avec d'autres personnes dans un groupe privé sur Facebook où on prolonge généralement un peu la discussion autour de chaque épisode. Et dans ce groupe, j'y poste souvent. Enfin, pas souvent, à chaque fois, en avant-première, le podcast apparaît le vendredi. Voilà, cet épisode est bel et bien terminé cette fois-ci. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, écoutez des podcasts. À bientôt.